Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière, une FAQ spéciale construite à partir de vos questions. D'abord, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris le temps de me les envoyer. Certaines sont drôles, d'autres assez pointues. Je vais tenter d'y répondre. Pour le contexte, comme vous l'entendez peut-être, j'ai choisi de renouveler l'expérience déjà tentée en début d'année lors de l'épisode Bilan 2024. J'ai donc posé mon micro dans l'un des cafés de Yokohama que je fréquente régulièrement et j'ai laissé tourner l'enregistrement. Je ne vous cache pas que je le reprendrai un peu plus tard car le ton est en train de monter autour de moi. Et puisque beaucoup d'entre vous ont eu la gentillesse de m'offrir des cafés sur le site de soutien, eh bien aujourd'hui je partage les miens avec vous dans cette ambiance un peu bruyante. Alors commençons pour la première série de questions. Comment je fabrique ces vidéos ? Comment je fabrique ces vidéos de la lecture à la mise en ligne ? Alors on m'a demandé combien de temps ça prend. Entre la lecture, le choix des ambiances et des musiques, puis le montage, eh bien en général, je consacre une semaine entière à la création des nouvelles audios. Quand je dis fabrication, j'entends vraiment un travail d'artisan. Je ne suis pas un professionnel, mais je me suis imposé dès le départ un rythme. Une vidéo par semaine, parfois deux, selon la longueur des textes. C'était pas tant une question de temps, mais surtout une question de patience. Je préfère repousser une publication si je change d'avis, si la musique ou le texte ne me conviennent pas, afin de proposer un résultat qui me plaît vraiment. Mais le plus gros du travail, c'est le mixage. Je dois assembler une vingtaine, parfois une trentaine de fichiers sonores. Ce sont des sons que je capte moi-même, des ambiances de rue, d'ascenseur, d'usine. Je laisse traîner mon téléphone avec son micro intégré et j'enregistre des bruits mécaniques, des résonances. Ensuite, je mélange tout ça, je les étire, j'ajoute un peu de reverb, de la compression. Cela peut donner un effet presque spatial, parfait par exemple pour recréer l'atmosphère d'un vaisseau extraterrestre. Alors en termes d'organisation, la lecture me prend 1 à 2 jours, la création ou la collecte de sons 1 à 2 jours également. J'ai ma propre banque sonore que j'alimente régulièrement lors de mes balades, souvent le soir. Il faut dire qu'au Japon, les magasins et bureaux ferment tard, ce qui me laisse le temps d'enregistrer des ambiances. J'utilise aussi le site de la BBC pour ses fichiers gratuits, et bien sûr Pixabay, lorsque les fichiers sont libres de droit. Ensuite viennent la musique et le mixage, qui me demandent 2 ou 3 jours supplémentaires. Naturellement, une nouvelle d'1 heure demande plus de travail qu'une lecture de 12 à 15 minutes. Vous m'avez aussi demandé quel matériel j'utilise. C'est assez simple. Un micro Shure, un micro Blue Yeti et un micro Maono, très abordable. Celui-là est pratique pour les enregistrements en extérieur. J'ai également investi dans des enceintes Yamaha, une table de mixage de la même marque. Côté logiciel, j'utilise Adobe Audition. Alors je prononce Adobe à la façon japonaise et également Reaper. Pour la musique, je joue modestement du clavier et de la basse et j'utilise GarageBand. Une question plus personnelle, cette fois ma façon de lire. On m'a demandé « Comment fais-tu pour lire de cette façon ?» Alors j'imagine que certains trouvent ma lecture particulière. La question revient souvent, accompagnée de « Quelle est ta méthode ? Comment as-tu appris à lire ?» Je pourrais me contenter de la réponse qu'on donne à tous les enfants, plus on lit, plus ça devient facile. Entre nous, c'est pas faux, mais c'est terriblement culpabilisant si on l'accompagne du discours habituel sur la décadence des générations, l'omniprésence des téléphones portables ou le manque de courage des jeunes. Génération Millennium, Z. En réalité, le sujet est pour moi très personnel, presque intime. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je fais partie de ces gens qui ont appris à lire très tard. Dans mon enfance, je ne savais pratiquement pas lire et j'écrivais à peine. Ce n'était pas un simple désintérêt, j'étais quasiment analphabète. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait signifié noir sur blanc sur certains bulletins. Une honte absolue que j'ai dû affronter d'une manière féroce. Alors 2 choses m'ont sauvé. Mes lectures, lorsque j'étais enfant, dans mon apprentissage, ont été grandement influencées par les livres disques. Ce sont les premiers livres audio, si on peut dire, mais avec cette qualité particulière qu'ils étaient lus, joués, interprétés par des acteurs confirmés. Jean Piat,
François Perrier, Francis Huster interprétant les textes de Saint-Exupéry, plus tard Fabrice Lucchini. Des acteurs qui ont bercé mes oreilles de sonorités, d'intonations, d'émotions qui étaient particulières, géniales, intenses. J'ai une admiration, encore une admiration sans borne pour Jean-Charles Asquero, le commissaire Joubert. Je l'ai écouté bien plus tard, évidemment, bien plus tard que sa diffusion sur France Inter. Il avait une capacité, il avait une façon de lire les choses qui était très personnelle. Il y avait du relief dans sa voix. Bon, on va rentrer encore dans les confidences. J'avais un frère aîné qui possédait une bibliothèque un peu vieillotte, avec des livres illustrés des années 70. Deux m'ont particulièrement marqué pour leurs images et leurs schémas. Le grand livre des inventions qui retraçait les grandes étapes techniques de l'humanité avec des illustrations fabuleuses depuis l'Antiquité jusqu'aux révolutions industrielles. Et la conquête de l'espace, avec de vraies photos des premiers vols en orbite et des premiers pas sur la Lune. C'est typiquement le genre de livres qui font rêver les enfants et qui déclenchent des vocations. Et toi, quel métier tu veux faire plus tard ? Ben moi, je voulais être astronaute. Dans la partie roman, je ne peux pas oublier non plus L'homme terminal de Michael Crichton. J'ai mis un temps fou à le déchiffrer, pour les raisons que j'ai déjà expliquées dans mon apprentissage laborieux de la lecture. Mais rien que la couverture m'a glacé les sangs pendant des années. Ensuite, et c'est la deuxième chose, la science-fiction et les nouvelles, et l'aide, surtout, d'une institutrice qui par une patience incroyable. Alors c'était peut-être une résignation, allez savoir, à décider de m'accompagner. À 9 ou 10 ans, alors que mes camarades couraient dans la cour de récréation, elle me gardait dans la classe. Elle me posait un livre devant les yeux et me disait « Maintenant tu vas lire. Ça va te faire mal aux yeux, mal à la tête, mal au ventre, mais tu vas y arriver. » Alors naturellement j'ai obéi. Le livre en question était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, illustré par Gustave Doré. Au début, je regardais les images, le capitaine Nemo, les scaphandres, les monstres marins. Mais peu à peu, j'ai commencé à déchiffrer les mots. Cela m'a pris un temps fou. Grâce à cette institutrice et à Jules Verne, j'ai pu rejoindre les classes supérieures. Pas grâce à mon talent scolaire. Je peux dire que scolairement, j'étais vraiment un nul. Quand on ne sait pas lire, on passe à côté du tout, les maths, l'histoire, la biologie. Mais grâce à la passion qu'elle m'avait transmise, et la science-fiction, ça m'a sauvé. Évidemment, plus tard au lycée, on m'a imposé Balzac, Stendhal. Et là, j'ai perdu le goût. L'assommoir, c'est moi qui ai été assommé. Ce que je voulais, moi, c'était les héritiers de Verne, Asimov, Clarke, Lovecraft. Tous ces géants qui m'ont émerveillé et effrayé à la fois. L'école, au contraire, a failli m'écœurer définitivement de la lecture, en réduisant la littérature à un cercle fermé d'auteurs légitimes, c'est vrai. Excluant la bande dessinée, par exemple, Hugo Pratt, jamais Moebius, hors de question. Or, j'étais passionné par Drouillet, Moebius, Jodorowsky, Lincal. Alors, quelle est ma méthode aujourd'hui ? Elle découle de ce parcours. Quand je lis, j'entends immédiatement une mise en scène sonore. C'était ma façon de procéder, mettre en scène, dans ma tête, d'enfant et d'adolescent, les choses que j'avais sous les yeux, les imager en quelque sorte. Je vis le texte mentalement, que je le lise à voix basse ou à voix haute. Si je lis une notice d'iPhone, rien ne se passe évidemment. Mais si je lis Ursula Le Guin, je suis transporté à Homelas aussitôt. On m'a aussi demandé pourquoi je compose mes musiques moi-même et si j'ai une formation musicale. La réponse est simple, j'adore ça et je préfère éviter d'utiliser les œuvres des autres par respect, d'une part, autant que par souci des droits d'auteur, d'autre part. Mon apprentissage de la lecture a été accompagné d'un apprentissage de la musique et j'y ai trouvé des correspondances. Alors oui, j'ai une petite formation musicale, elle est modeste mais suffisante pour m'amuser. Je compose donc mes propres musiques, qui ne sont pas vraiment des morceaux, mais plutôt des capsules sonores. Je les ajoute à ma voix, comme du sel ou du poivre, pour relever une phrase, un paragraphe ou conclure une nouvelle avec intensité. Parmi mes compositeurs préférés, il y en a qui me touchent particulièrement. Je n'en citerai qu'un, Thomas Newman, l'auteur des musiques de American Beauty ou de Wall-E. Son style m'inspire énormément. Voilà. Vous savez un peu mieux d'où je viens, ma façon de lire et de créer. Si vous avez d'autres questions, je serai heureux d'y répondre directement dans les commentaires.
Une question qui revient très souvent concerne la monétisation. Est-ce que YouTube récompense ton travail? Eh bien, soyons clairs, non. Je souris parfois en lisant cette question car certains croient encore aux tutoriels qui circulent sur YouTube où l'on vous montre des chiffres de revenus prétendument incroyables. Or, oui, ça existe pour quelques chaînes immenses, mais pour la majorité, les millions de créateurs, qu'ils soient francophones, anglophones, japonais ou d'ailleurs, la réalité est tout autre. YouTube fonctionne selon un modèle ultralibéral très américain. La plateforme prélève, taxe, ajuste à la baisse, tout en utilisant un discours flatteur pour les créateurs et surtout les auditeurs. Mais à la fin, ce qui compte réellement pour elle, ou lui d'ailleurs, ce sont les sponsors, les annonceurs. Ce qui me conduit directement aux questions concernant la publicité. On m'a demandé si je comptais passer au sponsoring et ce que je pense de la publicité. Alors pour être franc, je trouve ça infernal. Imaginez mes vidéos qui durent en moyenne 40 à 50 minutes découpées par 10, 15 interruptions publicitaires. C'est un véritable charcutage, une agression sonore et visuelle qui détruit aussi bien le travail du créateur que l'expérience de l'auditeur. Bien sûr, je ne suis pas contre la publicité en soi, elle a son utilité, les entreprises ont le droit de promouvoir leurs produits. Mais il y a un temps et un espace pour cela. Or, pour YouTube, il n'y a pas de limite. Tout est envahi par la publicité. Résultat, oui, je touche quelques revenus de la monétisation. Rassurez-vous, ils sont dérisoires. Et si vous imaginez que je vais m'enrichir grâce à cela, la réponse est non. Donc, le sponsoring, en ce qui me concerne, n'est pas une question d'actualité. Autre question fréquente, du coup, est-ce ton métier principal ? La réponse est non, heureusement. J'ai une autre activité professionnelle dans le domaine de l'informatique. Mais c'est un domaine que je n'exploite pas du tout pour ma chaîne. Je ne cherche pas à en tirer avantage, ni à me compliquer la vie avec ça. Envisages-tu de lire des livres complets ? Beaucoup m'ont demandé si j'envisageais de lire des romans entiers. J'ai tenté l'expérience avec l'invention de Morel, mais la réception a été plutôt fraîche. J'ai énormément de respect et d'admiration pour ceux qui lisent des livres complets. C'est un travail admirable, mais soyons honnêtes. Pour l'auditeur, suivre un roman entier est exigeant, presque éprouvant. Et pour le lecteur, cela demande une présence et une énergie que je ne peux pas offrir pour l'instant. Sur YouTube, on trouve d'ailleurs de plus en plus de lectures de romans réalisées par des voix clonées, les IA, peut-être humaines au départ, mais mécaniques au final. Ce n'est pas ce que je veux proposer ici. Donc pour l'instant, non, je n'irai pas de roman entier. De fait, science-fiction et fantastique avant tout, on me demande souvent si je lis autre chose que de la science-fiction ou du fantastique. La réponse est encore une fois simple, non, presque pas. Je lis pour mon plaisir. Et mon plaisir, c'est ce genre. Si vous jetez un œil au sommaire de ma chaîne, vous comprendrez vite. Bien sûr, je pourrais lire autre chose. On m'a proposé, par exemple, de lire un roman de Guillaume Musso. Non, merci. Le livre audio, est-ce une mode? A-t-il un avenir? La question est récurrente. Le livre audio est-il une simple mode ou bien un format littéraire appelé à durer à côté du livre papier ou du numérique? Ma réponse est paradoxale. Oui, c'est une mode, mais oui aussi, ça va durer. Pourquoi? En tant que mode, le livre audio attire beaucoup de curieux, mais l'engouement s'estompe peu à peu. L'idée de lire, parce qu'on apprend tous à lire depuis l'école, ressemble à un raccourci, le moyen de gagner de l'argent rapidement et à peu de frais. En revanche, en tant qu'expérience littéraire, il s'installe. Même s'il ne ressemble pas à de la lecture, il peut donner envie de lire. C'est exactement l'objectif de ma chaîne. Que l'écoute d'une nouvelle vous donne ensuite le goût d'aller découvrir le recueil, l'anthologie ou même l'œuvre complète. À mes yeux, un livre audio a de sens à condition qu'il propose plus qu'une simple lecture plate. Il doit offrir une mise en scène, une ambiance sonore, une intensité. Ça représente, c'est vrai, beaucoup de travail. Mais c'est là que se situe ma démarche. Conclusion, oui, le livre audio, de mon point de vue, a encore de beaux jours devant lui, à condition de se libérer de ce qui est produit commercialement jusqu'à maintenant.
Question suivante, avec toutes ces lectures, n'as-tu pas envie d'écrire toi-même? Bon, c'est une question qui touche à quelque chose, encore une fois, d'assez intime. J'ai essayé d'écrire, mais cela m'a demandé beaucoup d'efforts et j'ai trouvé l'exercice très pénible. J'ai publié 2 nouvelles sur la chaîne. Vous avez eu la gentillesse de bien les accueillir, mais avec le recul, je pense que les thèmes vous ont davantage séduit que mon style. Quand je les relis, je trouve que c'est pas très réussi. J'admire profondément des auteurs comme Philippe Cadic, Pierre Bordage, Jacques Steinberg, qui ont une écriture brillante. En comparaison, je trouve mes propres textes plats et maladroits. J'ai aussi publié 2 romans en auto-édition sur Amazon, une biofiction et un roman fantastique. Bon, c'est vrai, ils se sont vendus et l'accueil a été correct dans les limites de l'auto-édition, mais sans véritable retour critique. Avec le recul, je considère que ces textes n'étaient pas aboutis. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas poursuivre dans cette voie. Je préfère consacrer mon énergie à la lecture et au partage des grands auteurs. C'est un peu comme de la musique. Certains aiment composer et jouer. Moi, je préfère écouter. Pour la littérature, c'est pareil. Je préfère lire plutôt qu'écrire. Y a-t-il des chaînes YouTube que tu apprécies ou au contraire que tu n'apprécies pas dans ce domaine ? C'est une question qui revient souvent, mais je préfère ne pas y répondre directement, je m'en excuse. Je comprends bien que vous aimeriez que je cite certains noms, que ce soit pour mettre en avant des chaînes ou pour critiquer d'autres approches. Je perçois aussi vos interrogations concernant des pratiques comme l'usage de l'intelligence artificielle déguisée ou encore certaines attitudes qui peuvent sembler arrogantes. Mais pour ma part, je choisis de ne pas entrer dans le débat. Mon plaisir et mon énergie vont à la lecture et au partage des textes d'auteurs que j'aime. Le reste, je m'en fous. YouTube offre une opportunité et une liberté incroyable. Le choix de ne pas cliquer. Donc le problème est réglé, j'espère que vous comprendrez ma retenue. As-tu un top 5 ou un top 10 de tes lectures préférées? Bah, évidemment. En termes d'anthologie et d'auteur, quand un auteur me plaît, j'essaie de lire tout ce que je peux trouver à son sujet et parcourir l'ensemble de sa bibliographie. Pour moi, Philippe Cadic est incontestablement le numéro 1, le meilleur parmi tous. Son intelligence scientifique, la qualité de son écriture, tout y est. Alors juste derrière, presque ex aequo, un numéro 2, je placerai Jacques Steinberg. Pas du tout pour les mêmes raisons. Ses nouvelles sont courtes, précises, et c'est un plaisir de lire ces petits textes qui se savourent en quelques minutes. Ensuite, j'inclus Howard Philip Lovecraft. Malgré les controverses autour de sa personne, il a inventé un style unique et a su explorer des questions terrifiantes avec un sens du détail incroyable. J'ajoute à cela tous les auteurs ayant collaboré à son univers, comme Clark Ashton Smith, dont la poésie et la finesse m'ont profondément marqué. Même si le style de Lovecraft peut fatiguer lorsqu'on lit plusieurs de ses nouvelles, il reste fascinant et à mon avis très inspirant. Un autre auteur que j'admire beaucoup, c'est Ken Liu, d'origine asiatique. Son écriture est subtile, ancrée dans un contexte culturel qui me parle, même si je ne vis pas en Chine. Il apporte des images et des concepts scientifiques qui enrichissent le récit et stimulent l'imagination, en tout cas la mienne. Je ne peux pas oublier Richard Matheson. Chaque nouvelle de lui que j'ai lue m'a semblé incroyable. Il se prête facilement à l'adaptation cinématographique ou en série, et je continue à chercher toutes ses œuvres. J'hésite encore à lire un de ses livres complets avec accompagnement musical pour ma chaîne, mais l'idée me tente beaucoup. Je suis une légende, pour ne pas le citer. J'apprécie également Damon Knight. Même si son style me touche un petit peu moins, ses récits restent formidables et toujours captivants. Et enfin, Robert Silverberg, que j'admire autant que je le trouve injustement sous-estimé. Pour moi, il mérite une popularité comparable à celle de Stephen King. Ses histoires mettent en scène des êtres étranges, des extraterrestres, des situations impossibles et stimulent l'imagination comme un projecteur de cinéma. Bien sûr, il y a d'autres auteurs que j'aime énormément, Gérard Klein, Philippe Curval, dans le style des années 70, aujourd'hui un petit peu daté, mais toujours formidable. Et bien sûr, Isaac Asimov, qui m'a fait rêver avec ses robots, même si certaines traductions vieillottes ont un peu atténué la force originale de ses textes. Gérodine, Gérodette. En résumé, ces auteurs m'ont nourri, inspiré et continuent de guider mes choix de lecture et mes créations pour la chaîne.
comment m'est venue l'idée de ce projet. Je vais revenir au premier chapitre de la FAQ. J'ai eu envie de partager mon histoire et surtout de dire à ceux qui, comme moi, ont rencontré des difficultés, c'est pas grave. Si un jour des profs, des instituteurs, des parents ou des inconnus vous regardent avec des yeux de poisson et vous répètent « Oh, t'es nul, tu ne sais pas lire » ou « La dernière fois que t'as lu un livre, ça date de quand ?» Laissez-les parler. Essayez plutôt de regarder ce qui vous a échappé, ce que vous n'avez pas encore acquis. Et à partir de là, un nouvel horizon s'ouvrira. C'est une promesse. Cet horizon, c'est la curiosité, l'intelligence, la capacité à s'adapter à son environnement. On comprend mieux les choses. On réfléchit de manière personnelle. On pèse le pour et le contre. On s'informe et on évite de gober n'importe quoi. La science-fiction, bien sûr, aborde d'autres domaines, mais aussi des sujets profonds qui peuvent réellement élargir l'esprit. Rien n'est incompatible. Et certains d'entre vous m'ont déjà signalé des petites erreurs dans mes vidéos, en privé ou publiquement, toujours avec bienveillance. Déjà, je vous dis merci. Cela m'a permis de progresser dans ma fabrication et dans ma conception des lectures. Je laisse volontairement certaines imperfections parce qu'elles rendent l'enregistrement humain. Une erreur de liaison, un petit hic, peut apporter une couleur particulière au récit. Vos retours sont donc précieux et me font plaisir. Les podcasts et la musique, certains m'ont demandé si je comptais publier mes lectures en podcast. J'ai essayé, je n'ai pas encore bien saisi l'intérêt. Pour ne rien vous cacher, c'était sur Spotify. Je vais m'y pencher sérieusement et on verra ce que ça donne. Question amusante, certains entendent un accent du Nord dans ma voix. Eh bien oui, c'est normal, je viens du Grand Est. J'ai vécu longtemps en Champagne, très longtemps également dans les Ardennes, et même en vivant au Japon et en parlant une autre langue, cet accent reste ancré en moi. Je ne vais pas parler comme un Parisien ou adopter l'accent du Sud, que j'adore par ailleurs. L'accent du Nord, c'est mes origines, et je les assume pleinement. Ces régions, ces départements, la Marne, la Picardie, les Ardennes, la Somme, le Nord, font partie de ma nostalgie d'expatrié et restent chers à mon cœur. Donc encore merci pour vos retours bienveillants sur les oops dans mes vidéos. C'est précieux pour progresser et je ferai attention, promis. Voilà pour cette FAQ. Encore un énorme merci pour vos questions. J'espère que mes réponses vous ont éclairé. Elles ont été les plus sincères possibles, je vous le garantis. Peut-être même qu'elles ont suscité ou susciteront de nouvelles interrogations. Alors si c'est le cas, écrivez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Pensez aussi à liker si ça vous a plu, à partager la chaîne et bien sûr à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous avez compris, c'est très important pour moi. Et pour conclure en beauté, du moins j'espère, je vous propose un épisode hors série. Je vous laisse le découvrir. Enfin, un grand merci pour votre soutien et votre fidélité depuis presque 3 ans. Pour moi, c'est absolument formidable et j'adore cette interaction avec vous. Communiquez entre vous, lisez des livres, écoutez-les et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Le bouton pause. Malgré des avancées en technique génétique, il semble que la société humaine ne doive jamais progresser. Heureusement, on a trouvé quelque chose pour supprimer quelques-unes de ces tensions. On a inventé le bouton pause. Certes, notre monde physique est aujourd'hui totalement connu et les instruments robotisés ont dressé la carte de la planète Mars. Pourtant, la science a percé à jour un monde beaucoup plus complexe et démêlé d'écheveaux de ses traverses. Elle a enfin compris la topographie du cerveau. Une petite usine à Birmingham a décidé de chercher des applications à cette connaissance. Conrad Barlow était propriétaire d'une boutique de motos. Il avait coutume de boire une fois par semaine avec son cousin Gregory McGee.
Les deux hommes s'intéressaient au football et soutenaient l'équipe locale. À part cela, leur vie était très dissemblable. Conrad était expert en moteur en tout genre, tandis que Grégory était chirurgien à l'hôpital de Birmingham, spécialisé dans les lésions crâniennes et cervicales. Grégory, connu en secret des infirmières, sous le sobriquet de Maggie le Fou, en raison d'une légère excentricité, dut un jour opérer un joueur de Birmingham North End, blessé dans un match. Le joueur, Reggie Payton, avait développé un caillot dans le lobe temporal droit. Ce fut facile à enlever, néanmoins. Payton ne reprit pas conscience quand l'effet de l'anesthésie se dissipa. Tout paraissait normal, du point de vue physique. Il resta presque 2 jours dans le coma. Quand il se réveilla, il se sentait parfaitement bien et rentra à la maison. Mais il ne joua plus jamais. Il y avait là un mystère dont seul Grégory s'aperçut. Il discuta de l'affaire avec Conrad autour d'une pinte de bière le samedi suivant. « Le transmetteur d'excitation n'a pas fonctionné ?» dit-il. Conrad martelait le bar de ses doigts. « C'était dans le lobe temporal droit ? Greg, est-ce que ce n'est pas là que se trouve l'illusion de Cotard ? Tu te souviens, nous parlions de Cotard l'autre semaine. » Dès lors, ils surent qu'ils étaient sur une piste. Cotard, le grand psychiatre français, identifiait un syndrome selon lequel ses patients croyaient être morts. L'illusion persistait, malgré des preuves du contraire aussi indiscutables que les battements du cœur, le parfait fonctionnement des poumons, le maintien de la température du corps. L'évidence de la contradiction amenait l'illusion à s'effondrer après un temps. Là résidait la clé qui permettait d'arriver à l'invention du bouton pause. Malgré son surnom populaire, la microfonction qu'inventèrent Conrad et Grégory était une machine à molécules. Une petite molécule était placée dans une grande où, comme un enzyme, elle créait des liens. D'autres molécules étaient alors ajoutées jusqu'à former une structure complexe. Ainsi, on créait une nanomachine contrôlée par des bandes de molécules pouvant produire dans le cerveau des montées d'adrénaline extrêmement faibles de l'ordre de 0,0001%. Quand il est correctement fixé dans le lobe temporal droit, le bouton pause, plus justement connu sous le nom de réflexe fonctionnel retard, a la fonction suivante. Dans une situation de crise, une personne qui a un RFR reçoit une pause. Bien que le délai soit temporaire, il permet à cette personne de penser ce qu'elle va faire. Nos cerveaux sont ainsi faits que l'émotion prend le pas sur l'intellect dans des situations de crise. La colère masque la pensée. Le RFR circonvient cette spécificité phylogénique. On empêche ainsi beaucoup de violences. On anticipe des phénomènes comme les chiens, les enfants, les femmes battues. Les pourcentages de femmes violentées par leurs partenaires masculins étaient alarmants. 25% au Royaume-Uni, 28% aux États-Unis. Ces agressions primaires se produisaient souvent quand les femmes étaient enceintes. Avec l'introduction du RFR, les chiffres sont tombés respectivement à 11 et 12%. L'amélioration a été plus sensible aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Au début, Conrad et Grégory ne purent vendre leur invention qu'aux institutions comme les prisons, où l'apport du RFR faisait gagner aux prisonniers une remise de peine de 5%. Un gouvernement éclairé y vit un champ d'application plus vaste. Les automobilistes se laissèrent tenter par la réduction du coût du permis de conduire, proposé à toute personne qui entreprendrait le traitement. La violence au volant disparut, les accidents décrurent rapidement. Puis ce fut le tour du grand public d'être intéressé. Il était agréable de garder son calme. Le RFR empêchait également de parler trop vite sous le coup de la colère. Il y eut plus d'harmonie entre les partenaires que précédemment. L'euphorie devint à la mode. On ne se demande plus « pourquoi j'ai fait ça ?» ou « qu'est-ce qui m'a pris ?» On prend à présent le temps de savoir.
Le changement le plus dramatique fut peut-être celui qui eut lieu dans la vie politique. Les hommes politiques dans les pays démocratiques étaient généralement élus pour résoudre des problèmes qui dépassaient largement le terrain de la politique, comme la question de savoir comment arrêter de gaspiller les ressources de valeur, comment aider et éduquer les déshérités, comment prévenir les tensions raciales. Les électeurs ne manquaient pas de dire qu'ils soutenaient ces projets. Malgré tout, la promesse de réduction d'impôts pouvait les amener à changer de conviction. Si l'on met en balance une légère diminution des impôts et l'augmentation du budget de l'éducation, il n'est pas rare que ce soit l'éducation qui perde la partie. Ainsi, les politiciens font des promesses hypocrites. Ils jurent de réaliser des changements qui ne peuvent être menés à bien pendant les 5 ans de leur mandat. Les deux partis sont bercés de fausses promesses. Et maintenant, le bouton pause entre en action. Chacun a le temps de réfléchir. On devient donc plus honnête, plus réaliste. On a à présent le temps de considérer la valeur de l'honnêteté, d'évaluer la vérité derrière les promesses, nous qui étions si accoutumés à un régime de mensonges. L'année où Conrad Barlow et Gregory McGee reçurent le prix Nobel de la paix, nous avons voté la venue au pouvoir du Parti uni de la réalité. L'enjeu est maintenant de faire entrer le RFR dans la chaîne génétique pour que ses effets deviennent héréditaires. Bien sûr, cela nous modifiera. Nos sociétés branlantes se modifieront plus tard. Des êtres humains pleinement développés regarderont la période actuelle comme nous regardons les hommes de l'âge de pierre. Le bouton pause est une nouvelle de Brian Aldiss, extrait du recueil Super Toys, Intelligence artificielle et autres histoires du futur, publié aux éditions Métellier. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.